On parle beaucoup de réglementation ces derniers temps, mais on parle assez peu de politique. Et je pense que la partie politique va prendre de plus en plus de place, plus on se dirige vers les élections américaines, parce que la crypto en elle-même prend de plus en plus de place dans cette élection. C'est un électorat qui pourrait faire pencher la balance, on va revenir sur les différents positionnements des différentes institutions politiques, et surtout ce qui va être intéressant de voir, c'est se poser la question, est-ce que oui ou non, ce sont des allégations qui ne seront absolument pas tenues, ou est-ce que ce sont des promesses qui peuvent être tenus, et si oui, c'est un shift qui est réel ou un shift opportuniste. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'éléments dans un sens et dans l'autre, et ça va impacter forcément les prochains mois au niveau de la crypto, surtout qu'on voit une accélération au niveau des ETF, chose qu'on va couvrir, voir l'impact que ça peut avoir pour moyen terme, surtout en période de clôture mensuelle, qui va donner le ton pour le mois de juin. Bonjour, c'est Cryptolis, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Depuis la prise de position sur les cryptos de Trump, forcément ça s'accélère un petit peu, on a un retournement au niveau de l'équipe Biden, on va revenir dans quelques instants dessus, mais surtout ce qui est intéressant de voir, c'est, et se poser la question, c'est est-ce que c'est réellement la prise de position de Biden ou est-ce que c'est d'autres choses? Pour moi, c'est deux autres choses. C'est le vote du SAB 121, j'en ai déjà parlé. C'est le vote qui a été vraiment crucial dans lequel l'administration Biden a dit que si jamais ça passait, il ferait veto. Et ce SAB 121, c'est le fait de pouvoir laisser les entreprises déclarer sur leur bilan de façon conforme si oui ou non ils possèdent des assets digitaux. Et là, c'est passé très fortement, il y a eu une coalition qui a été aussi démocrate. Donc à un moment donné, ça veut dire qu'il y a une véritable volonté à se diriger vers les cryptos, il y a une véritable volonté à aller plus loin, donc forcément, on a la meilleure photo du monde qui a été sélectionnée par Journal Bitcoin pour illustrer ça, c'est Joe Biden qui, justement, change de positionnement. Alors, est-ce que c'est lui? Non, absolument pas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas lui, c'est surtout l'équipe de réélection de Joe Biden, qui après 4 ans de guerre, parce que c'est exactement ça, hein, je veux dire depuis 2021, on souffre avec Gary Gensler et la SEC, avec une accélération vraiment, cette notion de choke point, je vous ai fait une vidéo dessus parce que c'est quelque chose qui est très très important dans lequel on va bloquer l'accès au financement et aux banques, on va rendre indésirable un aspect de l'économie, et cet aspect de l'économie, ça a été les cryptos. Et on voit que c'est en train de switcher, dans le sens où on a un rapprochement de Joe Biden avec les sociétés crypto, avec la communauté crypto, parce qu'on se rend compte que certainement ça va faire pencher la balance. Par contre, la vraie question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que réellement c'est un changement drastique au niveau de l'administration Biden? J'ai envie de vous dire absolument pas. C'est le même principe que sur Trump, on sait très bien que c'est une forme d'opportunisme pur et dur, dans lequel il se saisit d'une opportunité pour récupérer une forme d'électorat. Et là, c'est une action de Biden pour contrer, justement, Trump. Encore une fois, c'est la notion d'élection. Ça ne veut pas dire du tout que ça a persisté après, et que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Et en plus, nous avons Robert F. Kennedy Jr., qui est forcément de la famille des Kennedy, et qui est pro-liberté, alors il dit pas qu'il est pro-crypto, mais il dit pro-liberté, et liberté d'échange, voilà, qui est très intéressant, mais qui se positionne aussi sur le crypto, il avait déjà commencé à se positionner, et il continue à se positionner, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il s'est aussi positionné sur deux choses. Pendant cette position sur la crypto, il s'est aussi positionné sur la culpabilité de Trump. Et oui, parce que quand on regarde notre ami Bloomberg, on a un gros titre avec quand même un positionnement qui est très très fort hein, de Bloomberg, et comparez-les, gardez-le bien en tête, hein, parce que dans l'article après, on va faire la différencier, vous allez comprendre justement la typologie de positionnement, où on a justement Donald Trump qui est coupable sur 34 pays. Sur Hashmoney, c'est la monnaie du silence, c'est le fait de pouvoir payer pour gagner le silence. Et bon, il n'y a pas que ça dans cette affaire, mais en l'occurrence, oui, il a été déterminé coupable, donc ça c'est un point qui est très très important pour l'élection, et je pense que globalement toute la campagne de Biden et des démocrates se basera principalement sur ça, et quand on regarde la deuxième partie, donc qui est cette fois-ci sur CoinDesk, où on voit que Trump en effet est coupable à New York. Bon, on voit que le token Trump, qui est un meme coin qui représente Trump, forcément, a pris 30% dans la tête, ce qui est normal, mais regardez bien l'image, regardez bien le traitement de l'information qui est différent. Donc forcément, il y a un impact, et ça va être de plus en plus fort, c'est où je veux vous emmener, c'est, comprenez bien, que on va avoir de plus en plus de manipulation, que ce soit des cours, que ce soit de l'information. Quand on est en période électorale,
américaine, c'est juste la bérésina, c'est non-stop, donc il va falloir faire très attention aux sources d'information, toujours couper les sources d'information, idéalement démocrates, républicains, de façon à avoir une véritable info, et c'est quelque chose qui va être systématique, et surtout dans un positionnement comme la crypto, dans lequel on a beaucoup de financement, on a beaucoup de capacité à pouvoir aider un parti ou l'autre, et donc c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention sur les news qu'il y aura malheureusement par rapport à ça, et encore une fois aux fausses promesses que l'on pourra avoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va impacter l'ensemble de l'écosystème de la réglementation crypto. On a déjà passé une grosse loi qui est le FIT 21, mais en l'occurrence, ça va prendre beaucoup de temps. On nous le dit, et qui c'est qui nous le dit? C'est la CFTC qui reprend le flambeau grâce au FIT 20. On rappelle que c'est la loi qui a été votée il y a quelques semaines, qui permet de déterminer qu'une crypto, si elle est décentralisée, ne peut pas être une securities, et donc forcément être une commodity. Ça, c'est vraiment une loi qui est très importante. Ça détruit le pouvoir de la SEC, et ça transfère une grosse partie du pouvoir vers la CFTC, qui est un petit peu plus magnanime. Donc on va prendre le temps. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui va prendre peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même arrivera potentiellement après les élections américaines ou en septembre, à voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été votée, on attend sa ratification. Tant qu'on n'a pas la ratification, c'est un peu compliqué, mais je pense que la ratification ne devrait pas tarder, parce qu'on a les élections américaines. Tant qu'on arrive à faire passer la ratification avant les élections américaines, forcément, ça va être positif sur le long terme. Encore une fois, il faut être patient. Patient, oui, mais sur les ETF, comme je vous l'ai dit en début, c'est pas forcément ce qui prime. On est même dans une phase d'accélération, on va pas se leurrer. Alors il y a 5 points importants sur lesquels les ETF pourraient impacter, notamment sur les altcoins, dans lesquels on pourrait avoir une forme de narratif qui serait boosté aux hormones, qui serait forcément les EVM compatibles, donc tout ce qui est écosystème d'Ethereum, qui serait hyper validé, et ensuite on aurait la deuxième phase, qui serait tout ce qui est DePIN et tout ce qui est RWA, mais encore une fois, ça reste des suppositions pures et dures, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, ça s'accélère, étant donné que la SEC demande à avoir les S1, ne serait-ce qu'en brouillon, d'ici vendredi, donc aujourd'hui, de façon à pouvoir accélérer. Et je pense que on devrait avoir quelques semaines. Encore une fois, on avait fixé à peu près le 4 juillet, début juillet, fin juin, début juillet, et je pense que ces few semaines devraient peut-être être même peut-être compressées à voir. Je ne comprends pas forcément l'accélération qu'il y a de ce côté-là, peut-être beaucoup de pression politique, beaucoup de pression au niveau, on rappelle, de BlackRock, forcément, gros acteur qui est dedans, donc ça peut expliquer ça, mais je pense aussi qu'il y a un impact politique dedans, tout est lié, et donc forcément on est en train de pousser énormément pour montrer que ça se passe bien, de façon à oublier ce qui s'est passé avant, et arriver dans ce positionnement qui sera peut-être pris par l'administration Biden dans quelques semaines, qui sera pas pro-crypto, mais en tout cas crypto-friendly, en tout cas beaucoup plus qu'avant. Au niveau des nouvelles macros, et ça c'est important parce qu'on va s'arrêter 2 petites secondes sur la macro pour revenir après sur Bitcoin, parce que Bitcoin c'est la clôture mensuelle très important, mais aussi on a eu le PIB trimestriel T1 américain, 1,3, bien en dessous de ce qui était en prévision, 1,6, et ça on en parlera demain dans l'hebdomadaire. Vidéo très importante parce que on a eu une chute, oui, du SP500, mais on a eu surtout des triggers qui ont été très importants sur le reste de l'économie américaine. Bon, ça change un petit peu les choses, en tout cas ça commence à préciser certains scénarios, et c'est pour ça que la vidéo de demain elle va être vraiment très importante. Je rappelle, demain 13h30, et si vous voulez pas la louper avant qu'on traite le Bitcoin, c'est simple, il suffit de liker, partager, et surtout de s'abonner, et idéalement d'activer la petite cloche pour être notifié quand la vidéo sort, très important. Et au niveau de Bitcoin, ben on va parler forcément de la clôture mensuelle très importante, clôture qui a lieu ce soir, qui sera en même temps une clôture weekly pour le CME, donc très important, double clôture pour le CME, donc on va faire 2 temps. Première chose qui est intéressante de voir, c'est que au niveau de la bougie, on a ravalé une grosse partie de la bougie précédente, mais on n'a pas réussi à casser le haut de la bougie. On va peut-être valider au-dessus du précédent top, ce qui serait plutôt positif, mais encore une fois, on n'a pas cassé sur le bas et on n'a pas cassé sur le haut, on a toujours ces niveaux qui sont très importants, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours dans cette zone d'incertitude, hein. Ça nous valide le biais, et le biais que potentiellement ça va prendre encore un petit peu de temps. Les autres éléments qui sont importants à voir, c'est le volume. On voit qu'on a un volume qui est en cours de hausse depuis cette accélération, ce qui est plutôt positif, hein. On le voit ici dans cette courbe bleue. Par contre, on voit bien que depuis mars, on a un volume qui est en baisse,
Donc on a un positionnement qui est relativement fort dans lequel on a eu cette vague vraiment de narrative BlackRock très très fort qui nous a poussé très très haut avec une forme de repricing event. Et donc là, on valide bien le fait qu'on est dans une zone de léthargie avec une baisse du volume. Baisse de volume égale ennui, égale baisse de la volatilité, égale tout simplement mise en place d'un range, encore une fois. Si je retire le volume et que je vais vous montrer la deuxième partie, vous allez voir que c'est très intéressante. Ça va être le volume inter-barre, donc qui va être la représentation du volume au sein des barres. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de regarder que la ligne rouge qui représente à peu près la répartition médiane du volume, on a un volume qui est vraiment en fait en train de travailler les alentours des 67 000 au niveau du CME. Et ce qui est très intéressant, c'est pas forcément cette zone-là, c'est de la comparer avec ce qui se passe quand on regarde le total index. D'accord? Quand on compare les deux, on voit qu'on a un volume qui est beaucoup plus disparate au niveau du total index, donc qui reprend l'ensemble des cours de la crypto du lundi au dimanche, alors que sur le Bitcoin et le CME, c'est lundi-vendredi, encore une fois, c'est une clôture des 5 jours ouvrés, et on voit qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus travaillé à la hausse, et beaucoup plus de volatilité quand on compare le week-end, en fait c'est la différence entre les deux, le week-end. Je vais revenir dessus en quelques instants, mais ce qui est intéressant aussi de voir sur le CME, c'est qu'on a un travail qui est plutôt classique, et on a un cours qui se maintient. Quand on a un cours qui se maintient pendant 3 mois sur un niveau de volume cohérent, ça sous-entend qu'on est en train de travailler ici potentiellement un support ou une résistance, et encore une fois, c'est un travail de range, donc là on revalide encore une fois ce qui est en train de se passer. Avant de retourner sur le total index, on va faire un petit tour sur la semaine, très intéressant de voir que la semaine, elle est restée relativement flat. On va clôturer une bougie flat, alors c'est pas fini, on n'a pas encore l'impact très très fort qui est arrivé sur l'SP500 hier, bien que on a quand même bien résisté, encore une fois le SP500 a bien chuté, si on regarde ici la bougie qu'on a eue, malgré ça, on a bien tenu au niveau du BTC, ce qui est plutôt positif, chose que normalement, on est censé avoir une pression baissière très très forte. Là, ce n'est pas le cas. Donc on a bien des inflows qui sont en train de nous valider, mais on va clôturer, encore une fois, une bougie flat au niveau du CME, et ça, c'est un petit peu, ça me rappelle, voilà, cette bougie-là, ça me rappelle cette bougie-là, qui sont des bougies plutôt classiques de restructuration, ou en tout cas de réaccumulation que l'on pourrait avoir, dans lequel on a une baisse de volume, une baisse de volatilité, qui est plutôt classique. Alors si on regarde la différence entre les deux, moi ce qui est vraiment très intéressant, c'est vraiment la structure entre les deux, l'écart qu'il y a ici, il est vraiment positionné sur le fait qu'on a eu une pression baissière qui a été très très forte sur cette bougie-là, pression baissière qui a été sur le week-end, avec beaucoup de liquidations, des liquidations majoritairement de retail, et donc c'est ce que l'on voit ici, et cette bougie-là nous note que potentiellement cette liquidation qui a eu lieu a vraiment assaini le marché, et c'est ce qui fait qu'on arrive à retenir en fait cette fois-ci un niveau beaucoup plus élevé ici sur cette bougie-là, et dans lequel certainement on va clôturer dessus, qui est très représentatif, tout simplement de la clôture weekly, et encore une fois, cette clôture est très importante, parce que oui, on est au sein de la bougie, mais ça n'empêche qu'on n'a pas donné d'accélération baissière, on n'a pas renforcé l'accélération baissière, on n'a pas cassé et ravalé la bougie précédente, mais on a ravalé quand même 75%, donc ça veut dire qu'on a quand même un écosystème qui est plutôt solide, malgré tout ce qui est en train de se passer sur la macroéconomie, et que on a des bonnes nouvelles, encore une fois, sur la réglementation, un positionnement politique qui est en train de se faire, donc on est quand même très très bien positionné. Court terme, on voit qu'on est toujours dans cette zone de compression, je vais pas revenir dessus, peut-être qu'on risque d'avoir un momentum baissier ou haussier aujourd'hui, avec une sortie de range. J'ai tendance à vous dire que si jamais on ne fait rien, ce week-end ça va être relativement flat, avec beaucoup d'ennuis. On a quand même un gros appel de liquidité qui est au-dessus, d'accord, ici dans cette partie-là, et une zone de rechargement qui va retenir dans les 62. L'idéal, en fait, le scénario idéal serait une rupture ici pour chercher une liquidité dans les alentours de 72-73, et ensuite avoir une rupture pour aller chercher les 62-60, hein, le bas de range. Donc on va bien retester le haut de range avant de retaper le bas de range, et encore une fois on rappelle que nous sommes dans une léthargie, donc on prend son temps, tout simplement, nous sommes dans un range, et ça peut prendre encore une fois beaucoup de temps. Et je vais conclure sur tout simplement expliquer pourquoi, pour moi, ça reste ce scénario qui est le plus probable, tout simplement parce que nous avons ici une divergence qui est bien présente ici dans ce canal de compression. Donc pour moi, on a bien une volonté à aller pousser, et que si on pousse plus haut et qu'on va chercher potentiellement la liquidité de ce top-là, ça sous-entend qu'on valide justement la mise en place du range, parce qu'on n'a plus de dynamique baissière réelle que l'on pourra retrouver. Alors, je trace hop, comme ça, voilà, tac. On n'a pas de dynamique baissière qui pourrait se retrouver comme ça, et donc on est bien dans un range. Là on aurait bien la validation du range, avec une recherche baissière et haussière, et donc là on est parti pour
plusieurs semaines, encore une fois, donc on serait tout à fait cohérent, et c'est pour ça qu'on a quand même pas mal de signaux qui sont en train de se diriger dessus, avec une chasse à la liquidité qui serait tout à fait cohérente aussi, avant de pouvoir rechercher un petit peu plus bas. Encore une fois, ça reste une hypothèse, et je pense que la macronomie US risque de jouer beaucoup sur la résolution si jamais on a une économie US qui s'enfonce ici avec d'autres mauvais chiffres, parce qu'on a encore des chiffres qui vont tomber aujourd'hui. Là par contre on pourrait vraiment très vite ne pas passer par la case au-dessus et aller chercher la case bas de range assez rapidement. Ce sera tout pour aujourd'hui, et pour tous ceux qui sont restés, il n'y aura pas de mots, mais en tout cas je vous remercie à tous et toutes des commentaires que vous me laissez systématiquement, ça m'aide énormément, ça me fait toujours très très plaisir, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.